Avez-vous déjà regardé votre reflet dans le miroir en vous demandant si le sang qui coule dans vos veines appartient vraiment aux gens qui vous entourent? À ceux qui s'assoient en face de vous chaque jour, partagent votre pain, et vous appellent leur fils, ou leur frère. Pendant 40 ans de ma vie, j'ai vécu sous le poids d'une dette invisible. On m'a répété, jour après jour, que mon existence entière n'était qu'une faveur accordée par pure charité. On m'a appris à baisser les yeux devant mon grand frère, à dire merci pour les vêtements trop grands qu'il ne voulait plus. Et à accepter en silence que ma place soit toujours au bout de la table familiale, là où le froid s'engouffre sous la porte en hiver. On m'a dit que j'étais le fils d'une femme brisée, abandonnée dans un couloir d'hôpital, et que sans la bonté de ma mère adoptive, je ne serais rien. Pendant 40 ans, j'ai cru à ce mensonge. Je l'ai bu jusqu'à la lie. J'ai construit ma vie sur cette fondation d'argile, persuadé que je devais travailler 2 fois plus que les autres pour mériter le simple droit d'exister sous ce nom. Mais il y a 2 ans, une enveloppe blanche, glissée sous notre porte d'entrée par le facteur un matin de pluie, a tout fait voler en éclats. Un simple morceau de papier contenant des résultats d'analyse génétique que ma fille avait demandé pour un projet de sciences au lycée. Ce papier n'a pas seulement révélé ma véritable identité. Il a arraché, avec une violence inouïe, le masque de respectabilité bourgeoise que ma famille portait devant les mondes entiers depuis des générations. Ce matin-là, la science a parlé. Le test ADN a prouvé noir sur blanc que je n'avais jamais été adopté. Mon père biologique était bien l'homme qui m'avait élevé dans le froid de son silence, mais que cette vérité a révélé sur mon frère aîné Laurent, le fils chéri, et sur ma mère Hélène, a détruit notre famille à tout jamais. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma perception du monde. C'est un voyage dans les zones les plus sombres de l'orgueil humain, là où le mensonge devient un poison que l'on distille à petite dose pendant des décennies. Et je n'aurais jamais pu l'imaginer, même dans mes pires cauchemars, j'étais avec moi. Ce qui s'est passé ensuite, vous ne l'oublierez pas. Je m'appelle Marc. Aujourd'hui j'ai 45 ans. Si vous me croisiez dans les rues de Tours, ou dans les pépinières de la région où je travaille comme paysagiste, vous verriez un homme ordinaire. Un homme aux mains cailleuses, habitué à la rudesse du travail de la terre, qui trouve sa paix dans l'odeur des feuilles mouillées en automne, et dans le dessin patient des jardins que je conçois pour les autres. J'ai bâti ma vie avec Sophie, ma femme, depuis maintenant 20 ans. Nous avons connu des hivers difficiles, des moments où il fallait compter chaque pièce de centime pour payer le chauffage de notre modeste pavillon de briques. Mais notre maison a toujours été remplie de rire, de l'odeur du pain grillé le matin et de questions curieuses de Léa, notre fille unique de 17 ans mais prend sa source bien plus loin, dans les paysages de Cray et de Tuffeau-dès-la-Touraine, près de Chinon. C'est là que j'ai grandi. Mon père, Jean-Pierre, possédait un domaine viticole réputé, quelques dizaines d'hectares de vignes accrochées au coteau de la Loire. Un vin est un homme de l'ancienne école. Un homme grand, voûté, qui portait toujours un vieux manteau de laine et un chapeau de feutre usé par les intempéries. Il parlait peu. Son silence n'était pas de la colère, c'était une sorte de retraite intérieure, un exil dans son propre esprit. Je sentais qu'il m'aimait, mais d'un amour lourd, presque coupable, qu'il n'arrivait pas à formuler. Ma mère, Hélène, était tout le contraire. Elle venait de la bourgeoisie locale de Tours, une famille de magistrats et de propriétaires terriens. Elle avait cette élégance glaciale des femmes qui ne transpirent jamais, même en plein été au milieu des vignes. Pour elle, la vie était une scène de théâtre où chaque réplique devait être mesurée. Elle tenait les comptes, s'occupait des relations avec les clients parisiens, et organisait ses grands déjeuners du dimanche après la messe, où l'on sortait l'argenterie de famille et les verres en cristal d'Arc. Et puis, il y avait Laurent. Mon frère aîné, de 2 ans mon devancier. Laurent était le soleil autour duquel ma mère tournait. Il était beau, svelte, avec ses cheveux blonds bouclés et ses sourires d'ange qui excusent toutes les paresses. Ma mère le couvrait d'éloges, lui achetait les plus beaux vêtements à la mode de Paris, et le présentait fièrement à ses amis lors des thés du jeudi. Moi, j'étais l'ombre. L'enfant dont on parlait à voix basse, comme d'une erreur ou d'une œuvre de bienfaisance. Aussi loin que je me souvienne, ma mère s'est assurée que je connaisse ma place. Un dimanche d'automne, j'avais peut-être 7 ans, nous étions attablés pour le traditionnel rôti de bœuf. J'avais tendu ma fourchette pour prendre le dernier morceau de viande. Ma mère avait alors tapé sur mes doigts avec le dos de sa cuillère d'argent, d'un coup sec qui m'avait fait sursauter. « Non, Marc », avait-elle dit de sa voix calme et tranchante comme un rasoir. « Lente et l'aîné, c'est à lui que revient cette part. Tu dois te contenter de ce qu'on te donne.
N'oublie pas que nous t'avons accueilli alors que ta propre mère t'avait abandonné dans un panier d'osier à l'hospice de Tours. Un enfant de la charité, restait à sa place. Cette phrase est devenue le refrain de mon enfance. À chaque anniversaire, à chaque rentrée scolaire elle revenait. Lorsque le notaire ou le médecin du village venait dîner, ma mère aimait soupirer en me regardant débarrasser la table. Ce petit Marc a de la chance que Jean-Pierre ait eu le cœur si grand. On l'a pris par pitié, vous savez. Il n'a pas la distinction des Devigny, mais au moins, il apprend à travailler. Et Laurent, installé dans son fauteuil comme un jeune châtelain, riait sous cape en buvant son jus de raisin. Mon père, lui, restait silencieux. Il fixait le fond de son verre, ses doigts serrés sur le pied de cristal au point de le faire trembler, sans oser lever les yeux vers moi. Je pensais qu'il avait honte de moi, honte de cet enfant adopté qui manquait de classe, qui préférait passer son temps dans la terre des jardins, plutôt que d'apprendre le piano ou le latin comme Laurent. Pourtant, il y avait des moments étranges. Des éclats de vérité qui filtraient à travers les fissures de leurs secrets. Je me rappelle un soir d'été, j'avais 14 ans. J'avais travaillé toute la journée dans les vignes sous un soleil de plomb, pour aider les ouvriers agricoles. Ma chemise était trempée de sueur et mes mains pleines d'égratignures. Ma mère m'avait interdit d'entrer par la porte principale et m'avait ordonné de me laver au tuyau d'arrosage dans la cour. Alors que je grelottais sous l'eau froide du puits, mon père était sorti de la cave. Il s'était approché, m'avait pris le tuyau des mains, et avait doucement rincé mon dos. Puis, avait posé sa grande main sur ma tête humide, et avec une voix cassée, il avait dit « Tu as le courage de ton grand-père Marc. La terre sait qui est son vrai maître, même quand le somme l'oublie. » Je l'avais regardé, surpris. Mais ma mère avait crié depuis la fenêtre de la cuisine « Laisse ce garçon tranquille et viens dîner. » Mon père avait immédiatement baissé les yeux, s'était détourné, et était rentré dans la maison en traînant les pieds. Laurent a continué ses études dans les lycées privés de Tours, puis dans une école des commerces parisienne hors de prix. Moi, je me suis inscrit au lycée agricole public. Je n'ai jamais eu de scooter, jamais de vêtements de marque. Je portais les vieux manteaux de mon père, que je devais ajuster avec une ceinture. Je pensais que c'était le prix à payer pour mon adoption. Je me disais, ils m'ont sauvé de l'abandon, je leur dois tout, je ne dois pas me plaindre. Mais ce que je ne savais pas alors, c'est que cette soumission apparente était exactement celle que ma mère voulait cultiver en moi. Un silence intérieur pour me préparer à la spoliation finale. Le cœur de mon père a lâché un matin d'octobre. On l'a retrouvé allongé entre deux rangées de vignes de Cabernet Franc, les yeux grands ouverts sur le ciel gris de la Touraine. Il tenait encore un sécateur dans sa main droite. Sa mort a été un séisme pour moi. Malgré son mutisme, il était ma seule ancre. La seule personne qui, par ses regards tristes et ses rares gestes de tendresse, me faisait sentir que je n'étais pas tout à fait invisible dans cette maison. Lors de l'enterrement à l'église de Chinon, la mise en scène de ma mère a atteint son paroxysme. Laurent et elle étaient assis au premier rang, entourés de la bourgeoisie locale, en grande tenue de deuil. Moi, on m'avait placé au troisième rang, derrière les cousins éloignés et les métayers du domaine. Quand il a fallu porter le cercueil, Laurent a pris la tête avec ses amis parisiens. Ma mère m'a glissé à l'oreille avant la cérémonie, « Marc, reste en retrait. Il ne faudrait pas que les gens pensent que tu essaies de te faire passer pour le fils biologique devant l'autel. La décence avant tout. » J'ai accepté cette humiliation. Par respect pour la mémoire de mon père, mais la véritable raison, celle qui m'a frappé au cœur comme un coup de poignard, a eu lieu 2 semaines plus tard dans le cabinet de Maître Gauthier, le notaire de la famille depuis 40 ans. C'était une après-midi de novembre, glaciale et pluvieuse. L'étude de Maître Gauthier était une pièce sombre, encombrée de registres reliés de cuir noir, avec une grande cheminée en pierre où brûlait une bûche humide qui dégageait une fumée âcre. Ma mère était assise dans un fauteuil de velours vert bouteille, son visage dissimulé sous un voile de dentelle noire. Laure, lui, s'était installé près de la fenêtre, l'air détaché, jouant nonchalamment avec les clés de sa Porsche neuve qu'il venait de s'offrir avec une avance sur l'héritage. Sophie, ma femme, me serrait le bras, sentant ma nervosité. Le notaire a pris une grande enveloppe scellée à l'acier rouge, l'a ouverte avec un coupe-papier en argent, et a commencé la lecture du testament d'une voix monotone. Je sous-signais Jean-Pierre de Vigny, saint d'esprit et de corps, déclare par la présente léguer l'intégralité de mes biens immobiliers, notamment le domaine viticole du Clos des Vignes, les terres attenantes, ainsi que la demeure familiale de Chinon, à mon fils Laurent de Vigny. Quant à Marc, l'enfant que nous avons recueilli et élevé sous notre toit, je lui lègue à titre de don manuel la somme unique de 10 000 €,
en remerciement de ses services sur le domaine. La pièce est devenue silencieuse. On n'entendait plus que le crépitement du feu. Euro. Pour 40 ans de ma vie. Pour avoir travaillé la terre, pour avoir soigné ce vigne pendant que Laurent faisait la fête à Paris. Ce n'était pas l'argent qui me faisait mal, c'était le reniement officiel. C'était l'écriture même de mon père qui me déclarait étrangera à sa vie. J'ai regardé ma mère les yeux embués de larmes que je tentais de retenir. « Maman, c'est impossible », ai-je balbutié. Papa m'avait dit, il m'avait promis que j'aurais une parcelle. Il m'a dit que j'étais fait pour cette terre. Pourquoi m'avoir rayé de sa vie de cette façon? Ma mère a relevé lentement son voile de dentelle. Ses yeux bleus étaient secs, froids comme le gel de printemps qui détruit les bourgeons. Elle a croisé ses mains gantées sur ses genoux et a pris cette voix douce et venimeuse que je connaissais si bien. « Marc, soyons adultes, tu as 42 ans. Il est temps que tu cesses de te bercer d'illusions. Tu as été nourri, logé, habillé pendant 4 décennies par pure bonté d'âme. Mon mari a été bien faible d'accepter de te donner son nom pour t'éviter la honte de l'assistance publique. Mais la Terrette de Vigny doit rester au de Vigny. Laurent porte le sang de cette famille, il a l'éducation et la légitimité pour diriger le domaine. Toi, tu es un paysagiste. Tu plantes des haies chez le particulier. C'est ton niveau. Contente-toi de ces 10 000 euros. Signe ces papiers et ne viens plus troubler notre deuil avec tes réclamations de bâtard. » Laurent s'est levé, un sourire méprisant sur les lèvres. Il s'est approché de moi, a posé sa main sur mon épaule et a murmuré d'un ton faussement compatissant. « Ne fais pas d'histoire, Marc. Tu as eu une belle vie grâce à nous. C'est l'heure de retourner d'où tu viens, laisse les affaires de famille au vrai de Vigny. » J'ai tourné les yeux vers Maître Gauthier. Je cherchais un regard humain, un signe de justice, mais le notaire a évité mon regard. Il a replacé ses lunettes dans leur étui, a poussé les documents vers moi et a murmuré. « Veuillez signer ici pour accuser réception de la notification, Monsieur Marc. C'est la volonté du défunt. » Le silence de ce vieil homme, qui savait pourtant à quel point j'avais aimé mon père, a été le coup de grâce. J'ai signé le registre d'une main tremblante. Je n'ai pas pris les 10 000 euros. J'ai pris le bras de Sophie, et nous sommes sortis sous la pluie battante. Je me sentais vidé de ma propre substance. C'était le moment le plus bas de mon existence. J'étais un homme de 42 ans, sans passé, sans origine, rejeté par ceux que j'avais servis toute ma vie. Ce jour chez le notaire, je suis tombé dans un abîme de silence. Je ne parlais plus, même à Sophie. Je partais travailler à l'aube dans les jardins de mes clients, bêchant la terre avec une rage sourde, jusqu'à ce que mes mains saignent sous mes gants de cuir. Je vous laisse que la fatigue physique éteigne le bruit dans ma tête. Mais chaque nuit, la même scène revenait. Le sourire de Laurent, le regard de marbre de ma mère, et le silence de mon père dans son cercueil de chêne. Je n'ai rien dit à personne de ce que je ruminais. J'observais de loin la ruine annoncée du domaine. Laurent, désormais seul maître à bord, avait immédiatement licencié les 2 plus anciens ouvriers agricoles, ceux qui connaissaient chaque cep de vigne par son nom, pour le remplacer par des saisonniers sous-payés. Il avait acheté du matériel moderne à crédit, dépensé des fortunes pour refaire les salons de la demeure familiale en style contemporain pour y accueillir ses amis de Paris, et le vin du Clos des Vignes commençait à perdre sa réputation, et puis, le destin a présenté sa première carte. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à blanchir les toits de Tours, ma fille Léa est rentrée à la maison avec un paquet sous le bras. Elle était en terminale scientifique et son professeur de biologie avait lancé un projet d'étude sur la génétique des populations et la généalogie. « Regarde papa », m'a-t-elle dit en posant 3 petites boîtes blanches sur la table de la cuisine. Ce sont des kits ADN généalogiques. C'est très simple, on frotte un coton-tige dans la bouche et on l'envoie à un laboratoire en Europe. Je veux faire mon arbre généalogique pour mon grand oral du bac. J'ai secoué la tête, un sourire amer sur les lèvres. Léa, ma chérie, c'est une mauvaise idée, tu sais bien ce que dit ta grand-mère. Je suis un enfant adopté. Ton arbre généalogique du côté paternel va s'arrêter à moi. Tu n'auras aucune correspondance avec la famille de Vigny. C'est jeter de l'argent par la fenêtre. Mais Sophie, assise en face de moi, a posé sa main sur la mienne. Ses yeux étaient doux mais insistants. Fais-le pour elle, Marc. Et puis, qui sait, peut-être que tu trouveras enfin la vérité sur tes parents biologiques. Tu ne peux pas passer le reste de ta vie avec ce grand trou noir dans ton histoire. J'ai cédé. Pour elle. Nous avons fait les prélèvements de salive, fermé les tubes et je les ai postés le lendemain matin sans y penser davantage. Pour moi, c'était une formalité sans importance. Une expérience scientifique pour le projet d'une lycéenne. 3 semaines plus tard, un samedi après-midi, nous étions tous les 3 dans le salon. Dehors,
Le vent soufflait en rafale contre les vitres. Léa a reçu un email du laboratoire indiquant que les profils génétiques étaient prêts à être consultés en ligne. Elle a ouvert le site, a entré les codes d'accès et a cliqué sur mon profil. La première page affichait la carte de mes origines, 98% d'Europe de l'Ouest, principalement de la région Val-de-Loire et Bretagne. Rien de surprenant. Mais c'est en cliquant sur l'onglet correspondance ADN que le monde s'est arrêté de tourner. Léa a laissé échapper un petit cri de surprise. Elle s'est rapprochée de l'écran, les yeux écarquillés. « Papa, regarde ça, c'est impossible. » Je me suis penché au-dessus de son épaule. Sur la première ligne des correspondances familiales proches, le site affichait un profil avec une correspondance de 24,8% d'ADN partagé. Le nom d'utilisateur était « Monsieur de Vigny », M. de Vigny. Michel de Vigny, c'était mon oncle. Le frère cadet de mon père, Jean-Pierre. Michel avait quitté la Touraine 20 ans plus tôt après une dispute violente avec ma mère. Il s'était installé comme médecin à la retraite dans le Var. J'ai senti mon cœur cogner contre mes côtes comme un prisonnier contre ses barreaux. Un partage de 25% d'ADN ne peut signifier qu'une seule chose dans cette configuration, un lien direct d'oncle à neveu biologique. Si Michel de Vigny était mon oncle biologique, alors Jean-Pierre de Vigny était mon père biologique. Le mensonge de l'adoption s'est effondré sous mes yeux en une seconde. La certitude qui m'avait écrasé pendant 40 ans venait de s'évaporer. J'étais le fils de mon père. J'étais de ce sang. J'étais de cette terre, mais alors, pourquoi ? Pourquoi ma mère m'avait-elle fait subir cette torture mentale depuis mon plus jeune âge ? Pourquoi mon père avait-il accepté d'exclure son propre fils de son héritage au profit de Laurent ? J'ai regardé l'écran plus attentivement. J'ai cherché le profil de Laurent de Vigny dans l'espace de données publiques du site, car ma fille m'a dit qu'il avait lui aussi fait un test ADN similaire un an plus tôt pour s'amuser lors d'une soirée phosphoriste. Ces résultats étaient enregistrés sous son vrai nom. Le nom de Laurent apparaissait bien sur la base de données, mais à côté de son nom, dans mon profil, le site indiquait aucun lien de parenté détecté. Rien. 0% d'ADN commun. Laurent n'était pas mon frère biologique. Il ne partageait aucun gène avec mon oncle Michel. Laurent n'était pas un de Vigny. C'est là qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie. Et il ne le savait pas encore. Le piège de la vérité venait de se refermer sur eux. Le lundi suivant, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé pendant 6 heures jusqu'à hier, dans le Var, pour voir mon oncle Michel. Il m'a reçu dans sa petite maison blanche qui sentait le pain et le café. Quand j'ai posé les résultats du test ADN sur sa table de jardin, il a enlevé ses lunettes, a frotté ses yeux fatigués et a poussé un long soupir. « Assieds-toi, Marc », a-t-il dit d'une voix douce. « Il est temps que tu saches ce que ton père n'a jamais eu le courage de te dire. » L'histoire que Michel m'a racontée ce jour-là était d'une noirceur que je n'aurais jamais soupçonnée. Au début de leur mariage, ma mère, Hélène, s'était lassée rapidement de la vie calme et rustique que mon père lui offrait au domaine. Lors d'un séjour de 3 mois à Paris pour convenance familiale, elle avait entamé une liaison passionnée avec un homme d'affaires sans vue. Elle est revenue en Touraine enceinte de Laurent. Mon père l'a découverte rapidement. Il a voulu divorcer sur le champ, chasser cette femme qui l'avait trahi. Mais à cette époque, dans leur milieu bourgeois ultra-conservateur, un divorce était synonyme de mort sociale, de ruine pour la réputation de la famille. Ma mère s'est jetée à ses genoux. Elle a supplié mon père de reconnaître l'enfant pour sauver les apparences devant la société. En échange, elle a promis de lui céder le contrôle total des biens et de vivre comme une épouse soumise. Mon père, par faiblesse et par peur du scandale, a accepté le pacte. Laurent est né sous le nom de Vigny, mais 2 ans plus tard, je suis né. Et j'étais le fils biologique légitime de mon père. Ma mère a immédiatement compris le danger pour son fils préféré, Laurent. Si mon père attachait à moi, son seul vrai descendant, Laurent risquait d'être relégué au second plan et de perdre l'héritage du domaine. Hélène a alors élaboré une manipulation machiavélique. Elle a falsifié des lettres d'un prétendu amant, un ouvrier agricole espagnol qui travaillait au domaine à l'époque de ma conception, et a convaincu mon père que j'étais le fruit d'une liaison vengeresse. Elle lui a fait croire qu'il n'était pas mon père biologique, pour éviter que le secret n'éclate et pour punir ma mère tout en sauvant les apparences. Mon père a pris la pire décision de sa vie. Il déclarait à la famille et aux voisins que j'avais été adopté, à l'assistance publique pour combler le vide de leur foyer, dissimulant ainsi ma naissance sous un voile de charité chrétienne. Mon père a passé toute sa vie à me regarder avec cette tristesse immense, déchiré entre la conviction que j'étais le fruit de la trahison des affamés et l'amour instinctif qu'il ressentait pour moi. Et ma mère s'est assurée que je sois traité comme un paria pour que je ne réclame jamais ma légitimité.
Ton père a découvert la vérité juste avant de mourir, Marc, a ajouté mon oncle Michel en posant sa main sur la mienne. Il a fait un test ADN de paternité en secret, après avoir trouvé de journaux intimes de ta mère. Il voulait changer son testament pour te donner le domaine, c'est pour ça qu'il est mort dans les vignes ce matin-là. Le stress l'a tué avant qu'il n'ait pu signer le nouveau document chez Maître Gauthier. Ta mère s'est dépêchée de faire appliquer le vieux testament qu'elle gardait sous clé. J'ai ressenti une vague de chaleur m'envahir, mon père m'aimait. J'étais son fils, avec l'aide d'un avocat de renom à Paris, spécialisé dans les fraudes successorales et le droit de la filiation, nous avons déposé une plainte officielle en contestation de paternité et en annulation de testament pour dol et manœuvres frauduleuses. La bataille a été féroce. Ma mère a mobilisé ses dernières relations bourgeoises pour tenter d'étouffer l'affaire. Elle a fait publier des articles dans les journaux locaux insinuant que je voulais détruire l'honneur d'une veuve éplorée pour de l'argent. Mais mon avocat était implacable. Le juge des affaires familiales a ordonné une expertise génétique légale. Laurent a dû se présenter au laboratoire de police scientifique de Tours pour un prélèvement salivaire officiel. Je me souviens de ce jour. Nous nous sommes croisés dans la salle d'attente. Laurent n'avait plus son assurance habituelle. Ses mains tremblaient et il sentait l'alcool de la veille. Il a essayé de me menacer, « Tu n'auras rien Marc. Même si le juge te donne raison, je vais brûler ce domaine avant que tu n'y poses le pied. » Je l'ai regardé calmement, et je lui ai dit, « Tu as déjà commencé à le ruiner Laurent. Mais la terre se souvient de qui l'a travaillé. » Les résultats officiels de la police scientifique sont tombés un mois plus tard, indiscutables. Laure de Vigny n'avait aucun lien de parenté avec Jean-Pierre de Vigny. Le profil génétique de Laurent correspondait en réalité à celui d'un riche homme d'affaires parisien décédé 10 ans plus tôt. Le jugement du tribunal de grande instance a été d'une violence inouïe pour ma mère et mon frère. La paternité de Laurent a été légalement annulée. Ses droits successoraux ont été réduits à néant. Le testament frauduleux, rédigé par mon père sous l'empire de l'erreur et de la manipulation mentale exercée par Hélène, a été déclaré nul et non avenu, en tant que seul et unique fils biologique légitime de Jean-Pierre de Vigny. Le tribunal m'a désigné comme l'héritier universel du domaine et de tous les biens familiaux, et c'est exactement à ce moment-là que le destin a commencé à présenter sa note. Laure, qui avait emprunté plus de 300 000 € auprès de diverses banques, en utilisant le domaine comme garantie pour mener sa grande vie parisienne, s'est retrouvée acculée. Les banques, découvrant qu'il n'était plus le propriétaire légitime, et qu'il avait menti sur ses garanties, ont immédiatement exigé le remboursement intégral des prêts. Laurent a été déclaré en faillite personnelle. Ses comptes ont été saisis, sa Porsche confisquée, et il a été contraint de quitter son appartement de fonction à Paris. Ma mère, Hélène, a été publiquement exposée. Lors du procès, les détails de sa liaison et de sa manipulation ont été lus en audience publique devant les journalistes locaux. La respectabilité bourgeoise pour laquelle elle avait sacrifié son fils biologique s'est transformée en une infamie publique. Ses amis de la paroisse et des cercles mondains ont cessé de l'inviter. Elle est devenue la paria qu'elle avait toujours voulu que je sois. Le jour de la prise de possession du domaine, je suis arrivé au Clos des Vignes, dans ma vieille camionnette de paysagiste. Laurent était déjà parti, fuyant ses créanciers. Ma mère était sur le perron vêtue d'un manteau de laine râpé, un seul sac de voyage à ses pieds. Les taxis qu'elle avait commandés tardaient à venir, elle m'a regardé approcher. Ses yeux bleus autrefois si fiers, étaient sa lèvre inférieure tremblait. « Tu as détruit ma vie Marc », a-t-elle murmuré d'une voix brisée par le venin. « Tu as tout pris à ton frère. Tu n'es qu'un monstre de cruauté. » Je me suis arrêté à quelques pas d'elle. J'ai enfoncé mes mains dans les poches de mon vieux pantalon de travail. Mon ton était calme, sans colère, empreint de la dignité tranquille de gens de la terre. « Je n'ai rien détruit maman. J'ai juste laissé la vérité faire le ménage. Tu as passé 40 ans à mentir à ton mari, à tes enfants et à ton village pour protéger un secret de famille égoïste. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Laurent a perdu ce qui ne lui a jamais appartenu. Et moi, j'ai enfin retrouvé mon père. » Le taxi est arrivé dans un crissement de gravier. Elle est montée à l'arrière sans ajouter un mot, sans me jeter un dernier regard. La voiture s'est éloignée sur l'allée bordée de platanes, me laissant seul dans la cour du domaine de mon père. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour pluvieux sur le perron du Clos des Vignes. Le domaine a changé de visage. Le matériel moderne acheté à crédit par Laurent a été revendu pour éponger les dettes les plus urgentes. Avec Sophie et Léa, nous avons repris les méthodes traditionnelles de mon père. Nous passons nos journées dans les vignes, à tailler, à soigner la terre sans produits chimiques,
à écouter le rythme des saisons. Cet automne, nous avons fait nos premières vendanges en famille. Les cuves en chêne de la cave ont de nouveau résonné du bruit de la fermentation du raisin. Nous avons créé une nouvelle cuvée que nous avons appelée « La Vérité ». Une cuvée à la robe rouge sombre, forte et sincère, à l'image du combat que nous avons mené. Je ne vous cacherai pas que cette victoire a un goût amer. Ma famille d'origine a cessé d'exister. Je n'ai plus de mère, je n'ai plus de frère. Parfois, tard le soir, lorsque je m'assieds dans le vieux bureau en chêne de mon père, je regarde ses carnets de notes et ses vieux sécateurs. Je ressens une profonde mélancolie. Je pense à toutes ces années où j'aurais pu être proche de lui, où nous aurions pu partager ce travail de la vigne en tant que père et fils, si le mensonge de ma mère n'avait pas dressé ce mur invisible entre nous. Quelque chose est brisé dans mon enfance qui ne pourra jamais être réparé, et je dois vivre avec cette cicatrice. Mais j'ai trouvé la paix. Le temps prend beaucoup de choses, mais il rend aussi. Pas toujours ce que l'on a perdu, mais souvent quelque chose de meilleur. Il m'a rendu ma dignité, mon nom, et la fierté de regarder ma femme et ma fille en sachant que notre avenir est désormais ancré sur le roc de la vérité, et non sur le sable du mensonge. Si vous vous trouvez aujourd'hui dans une situation où l'injustice semble triompher, si des gens puissants ou des membres de votre propre famille tentent de vous convaincre que vous ne valez rien, je vous en prie, ne baissez pas les bras. Ne répondez pas à leur méchanceté par la violence. Travaillez en silence, gardez votre dignité intacte, et faites confiance au temps. Le destin a une mémoire de fer, et la vérité finit toujours par triompher, même si elle doit prendre 40 ans pour y parvenir. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si mon témoignage a résonné en vous, si vous pensez que la justice doit toujours prévaloir sur le mensonge, partagez cette vidéo autour de vous. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec vos propres expériences de vie. Je lis chacun de vos messages, et c'est dans cette solidarité humaine que nous trouvons la force de nous reconstruire. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, le mensonge peut courir pendant des années, mais la vérité le rattrape en un instant.